Good Morning Business, le grand entretien. Il est 8h15 et nos invités ce matin, Jean Madar et Philippe Benassin, président et directeur général d'Interparfums. Bonjour à tous les deux. Ça fait 40 ans que vous travaillez ensemble. Vous avez créé les parfums pour Lanvin, Rochas, Boucheron, Coach, Jimmy Choo, Karl Lagerfeld, Dupont, Montblanc, Paul Smith. J'arrête là la liste. Vous êtes le champion mondial de la licence de parfums. Jean Madar, vous avez l'habitude de dire à vos équipes, puisque ça fait 40 ans que vous travaillez tous les deux, lui, il fait tout et moi, je fais le reste. Ça reste vrai aujourd'hui ? Je pense que ça résume bien la manière dont on s'est divisé le travail. C'est une association de 40 ans. Donc dans une association de 40 ans, pour qu'elle reste, il faut que chacun respecte son territoire. Et Philippe a une très forte intuition sur les marques, sur les produits. Et dans notre association, on essaye de se convaincre l'un l'autre. Il fait beaucoup et je fais le reste. Qu'est-ce que vous faites alors ? C'est une très bonne question. Je me suis longtemps occupé, je m'en occupe encore, de nos opérations américaines. Plus de 50% de notre chiffre d'affaires consolidé. Avec une cotation Nasdaq d'ailleurs. Avec une cotation Nasdaq qui a été faite en 88, quand le Nasdaq n'était pas le marché des valeurs technologiques. Le Nasdaq, c'était un marché. On allait au Nasdaq quand on ne pouvait pas aller ailleurs. Et donc, je m'occupe des opérations américaines. Plus de 50% du chiffre d'Interparfums est aux États-Unis. On a beaucoup de marques qui sont dans le top 10 aux États-Unis. Donc j'y passe beaucoup de temps. Philippe Benassin, vous êtes d'accord avec cette définition ? Vous êtes très opérationnel. On a besoin de conseils, parce que nous, ça fait un mois qu'on travaille ensemble, donc quand on vous voit, on se dit quand même que vous avez des conseils à nous donner. Non, mais il y a des territoires, c'est un peu ce que Jean a dit. Je ne savais pas que j'avais tant d'intuition que ça, parce que Jean l'avait déjà dit hier soir et le redit aujourd'hui, donc bon, je vais le croire. Ouais, je vais essayer de continuer. On a partagé le travail de manière très, très simple et assez intelligente, en se divisant les marques. Il y a des marques qui sont plutôt gérées par Paris, d'autres plutôt par New York. Et donc chacun est très autonome sur ses marques, ce qui fait qu'il y a une entente parfaite. Et quand il y a des nouvelles marques, évidemment, on en discute et on discute sur tous les sujets stratégiques. Mais dans le quotidien, je pense que chacun fait son quotidien à sa manière et ça se passe très bien comme ça. Alors, hier, il y avait une soirée. Bon, moi, j'y étais pas, mais apparemment, c'était là où il fallait être. Mais moi, parce que je dors, je vais très peu en soirée, mais il fallait être à l'inauguration de votre nouveau siège. C'est à l'endroit de l'ancien siège du Parti Socialiste, au 10 de la rue Solferino. Tout le monde connaît cet endroit dans le 7e arrondissement à Paris. Vous avez fait des travaux absolument colossaux. Alors hier, il n'y avait pas Ségolène Royal, il n'y avait personne du Parti Socialiste, mais il y avait Rachida Dati et quand même du beau monde. C'est quoi la valeur symbolique de ce lieu ? Vous la conservez ou vous faites complètement table rase ? Ni l'un ni l'autre, parce que évidemment il y a un historique qui est très important, sachant que le lieu a été créé en 1772, donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées. C'est ce que Rachida Dati d'ailleurs disait dans son discours hier. Mais néanmoins, j'avais fait la visite de ce lieu avec François Hollande quand on était en cours de travaux. Et c'était un plaisir de le faire avec lui, puisque c'est lui qui m'a fait visiter le lieu et qu'il le connaissait évidemment parfaitement pour y avoir passé 10 ans. Et je garde un souvenir. D'ailleurs, je l'avais même dit qu'on remettrait le sigle Parti Socialiste à l'intérieur, pas à l'extérieur, parce que ça peut porter à confusion. Mais à l'intérieur de la cour. Vous l'avez fait ? C'est en cours, je l'attends. C'est intéressant parce qu'au-delà du symbole, effectivement, vous avez racheté une rose pour un parfumeur, c'est quand même un beau geste. Une rose à 125 millions d'euros, c'est ce que vous a coûté. Je vais compléter. Il y avait quelqu'un un socialiste. Il y avait Bernard Cazeneuve. Il y avait Bernard Cazeneuve qui était là, l'ancien Premier ministre qui était là. Le dernier. Premier ministre qui nous a fait l'honneur de venir et qui connaissait très bien les lieux. Ah oui. Donc quand je lui ai demandé s'il voulait visiter, il m'a dit tu vas pas me montrer où était mon bureau. Mais je pense que le 10 Solferino, c'est un lieu emblématique. On va réécrire une autre histoire après l'histoire du Parti Socialiste. On va écrire une histoire de création, une histoire de création de produits, des créations olfactives. Et on a les gros travaux qu'on a faits, c'était pour accueillir plus de gens qu'avant et pour aussi en faire plus un campus qu'un siège social. Il y a un grand auditorium, il y a des grandes salles de réunion, il y a des salles de réflexion. Donc, une rose à 125 millions. 125 millions, en même temps, c'est aussi un clin d'œil à votre histoire, parce qu'une famille est très, très présente dans l'immobilier, et quelque part, je sais que votre père vous avait dit, quand vous lui avez dit que vous alliez faire du parfum, il vous avait pris à part en disant « T'es sûr que tu veux faire du parfum, l'immobilier c'est mieux ». Là, vous avez racheté le siège du PS, 125 millions. C'est sans doute un très très bon investissement, vu l'emplacement, vu le lieu. Est-ce que vous l'avez conçu aussi comme un investissement immobilier ? C'est une question importante pour les boîtes. Est-ce que je suis propriétaire de mon siège ou pas ? Il y a une vraie responsabilité, une décision entrepreneuriale.
Alors sur le clin d'œil avec mon père, c'est vrai que il pensait pas l'aventure Interparfum allait durer et allait nous faire arriver là où on est aujourd'hui. Néanmoins, je pense que pour une boîte comme Interparfum, avoir son siège social, c'est un bon investissement. On l'a fait parce qu'on devait aussi partir de là où on était. On était aux Champs-Élysées pendant, je sais pas, 28 ans exactement. Et partir sur la rive gauche, vu les travaux qu'on allait faire, il valait mieux qu'on soit propriétaire. Après le siège, plongeons un tout petit peu dans vos chiffres qui sont incroyables de réussite. Au premier semestre, vous annoncez un chiffre d'affaires en hausse de 20%, une marge de 65%, mais vous annoncez des difficultés d'approvisionnement comme énormément d'entreprises. Vous faites face aussi à des coûts énergétiques. Comment vous voyez la suite 2023 ? Un chiffre d'affaires peut-être qui continue, mais des marges qui continuent à être grignotées. Alors les marges, en termes de marge, ça se passe plutôt bien parce qu'on est avantagé par un dollar qui monte terriblement. Pour l'exportation. On a les mêmes problèmes de supply chain qu'il y a 3, 4 mois, 6 mois, qui ont démarré il y a à peu près 1 an et qui a priori vont pas se régler en 2023. On a que des mauvais indicateurs de ce côté-là. En revanche, les marchés sont très forts. Il y a une forte demande qu'on ne s'explique pas vraiment d'ailleurs. Ouais, personne ne s'explique. Le marché à plus 15, plus 20. Le marché américain a repris extrêmement fortement quand même. Le marché américain consomme avec vengeance, comment on dit en anglais, il se porte très très bien. On n'a pas de signe de ralentissement sur le marché américain. Il continue et on regarde ça comme le lait sur le feu. Les chiffres par semaine aux États-Unis sont excellents. La supply chain va forcément nous ralentir dans la croissance. Mais ce qui nous gêne en fait, c'est le manque de visibilité. Il nous manque de la visibilité. On n'arrive pas vraiment à savoir si le premier trimestre 2023 sera aussi bon que 2022. Donc on y va avec prudence. Très prudent sur 2023, très prudent sur les appros, prudent sur la demande aussi qui peut tout à fait baisser. Le monde est un peu compliqué par les temps qui courent économiquement et à tous les niveaux. Donc la prévision est difficile. On ne fera pas nos budgets avant la fin du mois d'octobre d'ailleurs. Est-ce que vous pourriez nous réexpliquer comment on transforme des marques emblématiques mais qui ne savent pas faire de parfum en des marques qui réussissent comment vous arrivez à relancer des marques comme Montblanc, comme ce que vous avez fait récemment, comme Moncler, etc. Comment on crée, à partir d'une image de mode, un parfum, une odeur ? Alors en fait, on part pas de l'odeur, on part de l'histoire de la marque, on essaie de la comprendre et en général on essaie de la comprendre et de la simplifier parce que les consommateurs qui vont acheter un parfum veulent pouvoir retrouver dans le parfum le cœur de la philosophie et de l'histoire de la marque. Donc quand c'est Montblanc ou quand c'est Jimmy Choo, on part de la base de Montblanc. Montblanc c'est de la calligraphie, c'est assez statutaire, c'est une marque très masculine, donc on part de ces critères-là, on essaie de trouver un produit qui soit, je dirais, relativement simple parce que Montblanc c'est une marque qui est assez claire et puis à partir de là il y a un jus. Alors le jus, il y a pas de règles sur le jus, sur le parfum lui-même pas de règles, donc on peut faire ce qu'on veut. Et sur Jimmy Choo la même chose, c'est une marque extrêmement féminine, donc on va jouer sur la féminité, le fait qu'elle est très à la mode, elle est pas statutaire du tout, au contraire elle est très daring and confident, comme ils disent dans leurs 2 mots-clés de la marque. Et on va reprendre ces arguments-là pour refaire un parfum. Est-ce qu'il y a des opportunités en ce moment sur le marché de reprendre des licences ? Est-ce qu'il y a beaucoup de mouvements sur le marché du parfum ? Quelques-unes, mais beaucoup moins qu'avant. Puisque ça s'est beaucoup consolidé. L'Oréal est devenu très fort avec un nombre de licences important. Puig a racheté des marques en direct. Et puis il y a moins d'opportunités parce que toutes les marques importantes ont un parfum. Alors il y a des opportunités sur des marques plutôt secondaires, si je puis dire, mais sur des marques fortes, elles ont en général leur parfum déjà. Jean, je ne sais pas si tu es d'accord aussi. Ça veut dire que votre croissance va se ralentir dans les années prochaines ? Non, je ne pense pas que notre croissance va se ralentir parce qu'on a un portefeuille de marques extrêmement équilibré et toutes les marques dans le portefeuille ne sont pas au même niveau dans leur cycle de vie. On a des marques qui sont à plus de 100 millions ou 150 millions d'euros qui vont encore être en croissance. On a des marques qui sont à 25, qui peuvent aller à 100. Donc le portefeuille ne nous inquiète pas sur la croissance. Je vais juste préciser que il y a aucun nouvel entrant dans le marché de la parfumerie. Ouais. Il n'y a pas une boîte de parfums. Il y a pas mal de parfums de niche qui se lancent. Alors, ouais, c'est vrai, mais dans notre cœur de métier, qui est le parfum sous licence, des noms très connus qui viennent nous voir en disant on veut un parfum, il n'y a pas de nouvel entrant. Donc on est une demi-douzaine de boîtes
qui peuvent faire ça. Justement, dans les historiques Montblanc, Jimmy Choo et Coach, ça fait 70% de votre chiffre d'affaires. C'est quoi les marques qui montent dans votre portefeuille, que vous voyez frémir? Ben justement, ces trois-là, parce que les marques, en fait, on s'aperçoit que les plus grosses continuent à monter de manière plus importante et que les plus petites ont plus de mal à monter. Alors en fait, les croissances sont importantes parce que 10% de 150 millions, ça fait 15 millions de plus, alors que 10% de 20, ça n'en fait que 2. Donc mais les croissances se font, en tout cas cette année, du côté des trois marques que vous avez citées, elles sont en très forte croissance toutes les trois et c'est elles qui drivent la croissance de cette année. 630 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 2022, normalement. Le milliard, c'est pour quand? Ça va arriver très, très rapidement. Ah oui? Parce qu'on a aussi repris au niveau consolidé les parfums de Ferragamo l'année dernière, qui vont se rajouter. On a aussi une marque américaine qui est en très, très forte croissance, c'est Guess, qui nous a confié ses parfums il y a 3-4 ans. Donc on va avoir dans le portefeuille consolidé 4 ou 5 marques bientôt qui seront à plus de 100 millions, entre 100 et 150 millions. Donc le milliard est pas très loin. Mais c'est un milliard consolidé, je dis juste ça pour que les gens comprennent. Les 620 millions, c'est les ventes de Interparfums SA à Paris, plus les 350 des ventes de Interparfums Inc. qui s'ajoutent, ce qui fait à peu près 1 milliard. Donc c'est pas les 620 qui passent à 1 milliard avec un coup de baguette magique. Il avait très peur, hein, Philippe Benacin. Il a tout à fait raison. L'organisation du groupe est faite avec 2 sociétés opérationnelles et une holding qui consolide les ventes. C'est pour ça que le milliard, c'est absolument le chiffre d'affaires consolidé. Un mot pour terminer sur les talents. Est-ce qu'il y a autant de tensions chez l'aîné que chez les talents du numérique? Chez l'aîné, non, pas tellement, non. Chez l'aîné parfumeur. Oui. Non, ils restent tous. Alors, ils peuvent bouger de société. Ça arrive que l'un passe de Firmenich à IFF ou de IFF à Givaudan ou autre. Mais globalement, non. Tous les nés restent nés. C'est un métier, c'est une vocation et donc ils changent pas de métier. Ils restent là où ils sont. Ce qui n'est pas le cas de tous les autres dans les autres secteurs. Merci beaucoup. Jean Madar et Philippe Benacin, président donc, et directeur général d'Interparfums. Donc on vous laisse retourner rue Solferino. C'est le 10, n'oubliez pas votre nouvelle adresse. Hein. C'est la 12, c'est facile avec le métro.